Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, la journaliste et sociologue Maud Navarre est l'invitée du Grand Oral à l'occasion de la parution d'un passionnant dossier sur l'identité de genre, sujet qui touche l'école de bien des façons, c'est dans Sciences Humaines. L'anti-sèche des Maguessel ou comment l'actualité résonne dans les programmes. Notre sujet du jour, les traverses, les programmes du français à l'histoire, des sciences économiques et sociales à l'anglais, de la physique à la philo. Il s'agit en effet de la révolution industrielle qui fait la une du magazine Histoire Junior. L'heure de la récré, toujours avec Emma, on va partir à la découverte du parasurf. Et puis enfin, on retrouvera le cours particulier de Marie-Olivier qui poursuit son exploration du monde de la pédagogie. On révise nos classiques aujourd'hui autour de la figure d'Alexander Neal, l'auteur de Libres enfants de Summerhill. Grand oral, c'est parti, mais la quotidienne aussi de School TV. Allez, grand oral. Filles, garçons, autre point d'interrogation. Ce titre fait la une du nouveau numéro de la revue Sciences Humaines à un moment, je cite, où de plus en plus de jeunes disent ne pas se reconnaître dans les catégories traditionnelles hommes-femmes. Ils sont 22% dans ce cas parmi les 18-30 ans selon un sondage réalisé par l'IFOP en 2020. C'est ce qu'indique Sciences Humaines. Et donc pour en parler, la journaliste et sociologue Maud Navarre qui a coordonné ce dossier. Bonjour, on est ravis de vous accueillir comme à chaque fois qu'on accueille Sciences Humaines sur ce plateau. On parle du sujet de plus en plus, cette question de l'identité de genre. Mais est-ce qu'on est en présence, comme on a pu le dire ou le lire ici ou là, d'une épidémie? Alors, c'est vrai que c'est un phénomène que certains qualifient un peu d'à la mode. On en entend beaucoup parler de plus en plus et il se manifeste. Vous avez cité à juste titre, justement, le sondage, là, c'est 22% de jeunes qui ne se reconnaissent pas dans une identité féminine ou masculine. Donc ça se manifeste en particulier chez les plus jeunes et c'est quelque chose qui a tendance à se développer, ces questionnements sur suis-je bien une fille, suis-je bien un garçon? Est-ce que le sexe qu'on m'a attribué à la naissance, est-ce que c'est vraiment ce que je suis finalement au fond de moi? Comment il s'est construit, comment on m'a construit? Voilà, exactement. Comment est-ce que finalement le regard de mes parents et de mon environnement social, est-ce que c'est vraiment ce que je suis au fond de moi? Donc, ça, question qui se pose aujourd'hui massivement, qui ne se posait pas du moins dans les mêmes termes il y a 5 ou 10 ans. En revanche, si on va sur le terrain de la transidentité, c'est-à-dire des personnes qui non seulement se posent la question, mais décident d'engager un chemin pour changer de sexe, là, pour le coup, les chiffres restent extrêmement modestes. Oui, tout à fait. Alors là, c'est ce qu'on rappelle dans le dossier. C'est à peu près 1% des jeunes, finalement, qui sont effectivement trans. Voilà, moi, j'utilise le terme trans parce qu'avant, il y avait le débat transsexuel, transgenre. Ouais. Trans, c'est plus simple. Ça prend, on embarque tout le monde. Ça englobe tout le monde, ça n'exclut personne. Et voilà, donc c'est beaucoup plus simple. Et effectivement, c'est 1% finalement des jeunes aujourd'hui qui sont vraiment dans cette perspective trans et qui envisagent, voire qui sont carrément passés à l'acte, c'est-à-dire qui ont effectivement changé de sexe biologique. 1% d'un côté, 22% de l'autre, ça a justifié l'inquiétude de 140 scientifiques. Ils ont signé une pétition, un manifeste pour une approche objective du changement de genre des mineurs. Et eux disent quand même typiquement que les médias, alors Sciences Humaines ou School y contribuent aujourd'hui, mais on a une responsabilité là-dedans et que finalement on crée un problème, on crée des interrogations là où il pourrait ne pas y en avoir. Alors c'est vrai qu'effectivement c'est quelque chose d'assez médiatique. Mais en même temps, il faut voir, en fait, cette tribune, elle s'inscrit aussi dans une en réaction à une revendication en fait, qui est de plus en plus forte, en particulier depuis les années 80-90, d'abord aux États-Unis et puis maintenant en France plus récemment. C'est cette volonté aussi de dépsychiatriser la transidentité, démédicaliser. Parce qu'à l'origine, c'est quand même quelque chose de très médical. Alors on va raconter cette histoire-là, si vous le voulez bien. Voilà. Signaler quand même, alors j'ai découvert en lisant Sciences Humaines, c'est pas du tout nouveau tout ça, vous avez retrouvé un poilu trans. Oui, au début du XXe siècle, oui. Voilà, effectivement. Donc, Élie Dubreuil, tout à fait, oui. qui était femme et qui était envoyée au front le 23 juillet 1917. Ça n'a pas duré très longtemps. Voilà. Mais tout ça pour dire qu'avant de parler de transsexuel, puis aujourd'hui de trans, il y avait tout simplement la question du travestissement, qui est historiquement très ancienne. Hein. On peut penser à... on peut remonter à l'Antiquité, oui, c'est ça, même plus loin. Même plus loin. Mais donc voilà, tout ça pour dire que c'est quelque chose qui a toujours existé finalement et que c'est vraiment très récemment on en a parlé de plus en plus et que ça a été surtout, c'est devenu vraiment quelque chose de très problématique. Le cas d'Elisa Dubreuil n'est pas problématique. Non. Vous citiez les États-Unis, vous citiez les années 70-80, c'est le moment où la recherche, où les mouvements féministes vont commencer à se mobiliser sur cette question-là, où le terme queer va être inventé. Vous revenez sur cette histoire. Alors oui, en fait, ça commence dans les années 50-60. C'est Robert Stoller, en fait, le psychiatre américain,
qui va commencer à évoquer la question d'identité de genre, parce qu'il observe tout simplement des personnes qui ne se reconnaissent pas dans leur sexe biologique. Elles sont biologiquement hommes, mais en fait... Et donc c'est lui qui invente cette expression d'identité de genre. Okay. Tout à fait, c'est ça. Donc j'ai un sexe qui est celui que la nature m'a donné, mais je ne me sens pas appartenir au genre auquel me renvoie ce sexe, c'est ça? Exactement. Et alors, ce qui est quand même relativement moderne pour l'époque, c'est que les psychiatres américains vont dire il faut qu'on mette en adéquation le physique avec le mental. Plutôt que de dire non, c'est une erreur, il faut changer le mental, etc. Ils vont dire non, ces personnes-là ne se reconnaissent pas. Il faut voir les thérapies de conversion, je ne sais quoi, enfin je ne sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs. C'est pas sur le mental qu'ils vont agir, mais c'est sur le physique en disant dès le début, faisons changer de sexe ces personnes, tout simplement. Et elles souffriront moins. Voilà, et elles souffriront moins. Et on va comme ça jusque dans les années 80, où là, c'est inscrit, en fait, la transsexualité rentre dans le manuel de diagnostic des troubles mentaux. Et ça, on va en parler dans quelques instants. Le fameux DSM, parce que ça a été, il y a tout ensuite une évolution de la définition. Filles, garçons, autres, il y a un point d'interrogation. Savoir au pluriel, débat au pluriel et combat sur l'identité de genre, ça c'est le sous-titre. Et tout cela, c'est à la une du numéro de février de Sciences Humaines. Il vient de sortir et on en parle avec Maud Navarre. On continue, si vous le voulez bien, après l'anti-sèche chez Maguessel. Emma, bonjour. Bonjour Emmanuel. Première anti-sèche de février avec une actu dans les kiosques, le magazine Histoire Junior qui consacre son numéro du mois à la révolution industrielle. La révolution industrielle et ses évolutions. Absolument. Première chose que j'ai apprise dans ce numéro, c'est l'origine même du mot révolution. Est-ce que vous la connaissez? Parce que moi, je ne la connaissais pas. En fait, révolution, c'est un terme... On fait le tour. Voilà, en fait, c'est un terme employé en astronomie à la base. La révolution du sol, de la moi, je ne le savais pas. Un astre qui accomplit une révolution, c'est donc un astre qui parcourt la totalité de son orbite. La révolution, c'est donc la fin d'un cycle, le retour à un point de départ, avec ensuite une rupture. Voilà pour la petite anecdote. Revenons à la révolution industrielle. La révolution industrielle, c'est donc un processus qui marque le passage de l'artisanat, c'est-à-dire le travail manuel de l'homme, à l'industrie, c'est-à-dire le travail de l'homme dans des usines qui travaillent sur des machines grâce à une évolution technologique. Et d'ailleurs, aujourd'hui, contrairement à ce que moi j'ai appris à l'école il y a fort longtemps, on parle plutôt des révolutions industrielles que de la révolution industrielle. Et on l'a fait durer très longtemps, d'ailleurs. On l'a fait durer très longtemps. Voilà, et elle débute au XVIIIe siècle en Angleterre, avec cette première révolution. C'est l'utilisation du charbon comme source d'énergie pour alimenter le moteur à vapeur. Cela permet de faire fonctionner des machines à pomper, à transformer ou encore à tisser. Et entre 1700 et 1820, la production mondiale double grâce à ce progrès technologique. Ça jusqu'au 19e siècle. Et en 1870, une deuxième révolution industrielle. Voilà, cette fois-ci, la révolution s'étend à tous les secteurs industriels, notamment grâce au développement de l'énergie électrique. Au début du XXe siècle, le charbon est l'énergie la plus utilisée, mais le courant électrique est plus facilement transportable que le charbon. Il permet d'implanter des usines n'importe où et pas forcément à côté des mines. Qui dit courant électrique dit également développement du télégraphe, qui permet d'envoyer en quelques instants un message à l'autre bout de la Terre. Télégraphe et très vite téléphone d'ailleurs. Mais oui, parce que grâce à l'électricité, on peut faire voyager des signaux sonores. En 1876, Alexander Graham Bell invente le téléphone, ce qui est évidemment là aussi une révolution. On est au début du XXe siècle, les industriels s'attaquent à un moyen de production de moins en moins compétitif, c'est le travail humain. Absolument. Comment faire pour que l'on aille plus vite et qu'on soit plus efficace? Eh bien, c'est Taylor qui invente le concept du travailleur moderne. Désormais, il ne participe plus à la production d'un produit dans son ensemble, mais il se spécialise sur une étape de fabrication, c'est ce qu'on appelle le taylorisme. Et si on a oublié ce que c'est, on regarde les temps modernes. Voilà, les temps modernes, c'est très bien. Et on a le taylorisme. Absolument. Et le travail de Taylor est poussé à l'extrême avec Ford, qui lui invente le travail à la chaîne. Non seulement l'ouvrier est spécialisé dans une étape de fabrication, mais désormais, c'est le travail qui vient à lui, et ce pour éviter tout mouvement inutile. Absolument. Et c'est le mauvais côté de cette révolution industrielle où la course à la productivité se retourne totalement contre l'homme. Révolution des transports aussi à cette époque-là. Oui, bateaux, trains et surtout voitures individuelles. Toujours chez Ford, on fabrique la fameuse Ford T qui est alimentée grâce à l'essence. Le rythme de production s'intensifie encore et double en seulement 40 ans. Voilà pour la révolution industrielle qui va en quelque sorte accoucher d'une autre révolution, c'est la révolution numérique. Pendant la deuxième moitié du XXe siècle, ça va être la démocratisation d'Internet. La prochaine étape maintenant, c'est très certainement le temps des robots et de l'intelligence artificielle. ChatGPT. ChatGPT, génial, merci beaucoup. Génial numéro. On peut lire Histoire Junior plutôt que de demander la révolution industrielle à ChatGPT. Voilà. Super numéro. Très bon numéro. Très grande fan. Hein. J'adore Histoire Junior, je trouve ça génial. Génial. Voilà. On se retrouve pour la récré ? Avec plaisir. Grand oral, Maud Navarre.
On adore Histoire Junior et on adore Sciences Humaines. Les parents, évidemment, mais aussi les personnels d'éducation sont en première ligne dans la fabrication ou dans la déconstruction de l'identité de genre. Et c'est pour ça qu'on s'y intéresse aujourd'hui dans La Quotidienne à l'occasion de la sortie de ce numéro de Sciences Humaines consacré au sujet. Maud Navarre, l'idée générale, c'est que vous rappelez dans le dossier très riche, c'est que l'identité sexuelle, elle se compose de plusieurs facettes. Oui, c'est ça. Alors, il y a plusieurs facettes, effectivement, dans l'identité sexuelle. D'abord, il y a plusieurs identités, en fait, il faut dire tout simplement. Il faut rappeler que ne serait-ce que sur le plan biologique, il y a d'abord les chromosomes. Voilà, les chromosomes, bien entendu, XX, XY pour les garçons, XX pour les filles. On a ensuite l'identité hormonale avec les œstrogènes pour les femmes et la testostérone pour les hommes, majoritairement, parce qu'on a tous... un petit mix. On a un petit mix, voilà, c'est la majorité, ce qui est dominant, qui l'emporte et qui fait le sexe... hormonale. Et puis, on a l'identité anatomique la plus connue, bien entendu, donc le fait d'avoir des organes sexuels masculins, féminins. Voilà, donc ça, c'est pour le pan biologique, mais, et c'est là que toutes les sciences humaines, justement, interviennent, c'est pour dire, la biologie, c'est bien, mais il y a aussi tout le social, et puis il y a aussi tout l'individuel et le psychologique. Donc, on peut dire qu'on a aussi une identité sociale qui est celle qu'on va nous attribuer à l'état civil, à la naissance du garçon, à travers sa famille, etc., le nom qu'on nous donne. Et la façon dont la famille, les éducateurs, les enseignants, les copains, etc., nous considèrent, nous traitent, les gens de marketing, Et puis enfin, on a l'identité pour soi, voilà, donc celle qui se trouve souvent dans le cas des trans, en tout cas en décalage, avec l'identité que notre environnement nous attribue. Donc il n'y a pas une identité sexuelle, en fait, il y en a vraiment plusieurs et des identités de genre très multiples. Alors vous le rappeliez tout à l'heure, c'est d'abord vu d'avoir un trouble de la perception de cette identité-là comme une maladie psychiatrique inscrite dans ce fameux DSM qui est un grand livre, en fait, un code, quelque part, aux États-Unis. C'est l'équivalent de la Bible des psychiatres des troubles mentaux. Exactement. Voilà, c'est un peu, même si aujourd'hui il est un peu contesté, ce DSM, ça reste quand même historiquement le grand manuel. Et donc, effectivement, dans les années 80, la question du transsexualisme rentre dans le DSM. Et c'est considéré comme une pathologie qu'il faut soigner par la chirurgie, notamment, comme je le disais tout à l'heure. Et puis... Est-ce qu'il y a à la fois, si je vous ai bien lu, un progrès et un recul, c'est bien et pas bien à la fois. Alors, dans les années 60-70, au tout début, c'était plutôt un progrès, parce qu'on disait le corps, finalement, c'est une erreur, on va corriger le corps. Voilà, donc on écoutait quand même le mental, on le prenait en considération. Les années 90, on dit on n'est pas des malades mentaux. Voilà, je le dis avec des mots simples, mais c'est ça. C'est au moment où ça s'inscrit dans le DSM que là, ça devient problématique et qu'il y a beaucoup de trans, et notamment des militants, qui disent mais nous ne sommes pas malades. On n'est pas dingue, on n'est pas malade. C'est normal, en fait, d'être trans. Et donc, dans les années 90, on a tout un mouvement qui se développe pour contester justement ces chirurgies, appelées chirurgies de réassignation. C'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de trans, notamment, qui ne veulent pas forcément une chirurgie, qui ne veulent pas aller jusqu'au bout. Et qui, pour autant, veulent être considérés à part entière comme appartenant à l'autre sexe. Et puis, on n'a pas parlé aussi, mais on pourrait parler aussi de ceux qui se reconnaissent ni dans le masculin ni dans le féminin. Et c'est aussi ça, ce mouvement des années 80-90. C'est pour revendiquer vraiment une catégorie. Alors, aux États-Unis, ils appellent ça les queers, qui ne sont ni féminins, ni masculins, ni hommes, ni femmes, qui cultivent, qui entretiennent un entre-deux. Donc dedans, vous allez avoir les gender fluides. Les asexuels. Les pangenres, ce qu'on appelle aussi les pangenres, qui se reconnaissent ni dans le masculin, ni dans le féminin. Les bigenres, ceux qui se sentent un petit peu hommes et un petit peu femmes aussi. Et puis vraiment toute une palette d'identités. C'est vraiment quelque chose qui foisonne et qui est très riche aussi en invention d'identité sexuelle. Il y a vraiment tout un lexique qui se développe autour de ces termes-là. Je parlais du moins éducation, je parlais du rôle de l'école, ça on en parlera tout à l'heure, mais juste un point, cette construction de l'identité qui est à multiples facettes, comme vous l'avez rappelé, il y a quand même des temps forts, et notamment l'adolescence est un moment de cristallisation extrêmement important. Oui, voilà. Alors ça, c'est quelque chose qu'on voulait bien expliquer dans le dossier parce que c'est pas quelque chose de linéaire, justement. La construction de l'identité, et nous avons notre journaliste Marc Colano qui le rappelle à juste titre, l'identité, elle se construit dès la plus tendre enfance jusqu'à l'adolescence et même encore plus tard. Mais ça commence à la crèche. Ça commence très très tôt, vous en fait, dites, à 2 ans. J'ai appris que dès 7 mois, les bébés savent distinguer des photographies ou des voix d'hommes et de femmes. Voilà, tout à fait. Voilà, 7 mois. Ils ne savent pas parler, ils ne savent pas marcher, mais ça, ils savent. Tout à fait. Il y a une perception des sons plus aigus pour les voix féminines, plus graves pour les hommes.
Et puis il y a des bébés qui vont adorer les voix graves, d'autres qui seront plus sensibles à des voix plus aiguës, etc. Mais donc ça commence. En gros, l'identité, la conscience vraiment du genre pour une personne féminin ou masculin, elle apparaît autour de 2-3 ans. 2-3 ans, c'est ça. Et puis. Et avec même un moment de très forte affirmation vers 5-6 ans. Exactement. Alors là, on ne va pas se mélanger, les copains. Les filles, c'est comme ça porte une robe. Les garçons, si ça porte une robe, ça ne va pas du tout. Voilà. Donc c'est très stéréotypé jusqu'à 7-8 ans. Et puis après, jusqu'à l'adolescence. Ça s'assouplit un peu. Voilà, ça s'assouplit. Et alors là, avec l'adolescence, c'est vraiment le. Là, ça remet beaucoup en question, notamment à cause des changements liés à la puberté chez les filles comme chez les garçons. Et donc là, il y a beaucoup de questionnements. J'allais dire, on est obligé de se poser la question d'une certaine manière. Notre corps nous oblige à nous poser la question. Le corps change tellement que la plupart des jeunes, effectivement, sont obligés de se poser la question qui suis-je, sexuellement parlant. On va se poser la question tous ensemble. Maude Navarre, sociologue et journaliste, invitée du Grand Oral. On va se retrouver juste après la récré, invitée du Grand Oral pour ce très bon dossier dans Sciences Humaines. Filles, garçons, autre point d'interrogation. Mais pour l'instant, la récré. Emma. Rebonjour Emma. Rebonjour Emmanuel. Et dans cette heure de la récré, vous allez nous raconter l'histoire incroyable de Valentine. Elle a 12 ans, elle est championne de parasurf. On fait durer le suspense 3 secondes pour celles et ceux. Vous savez ce que c'est, vous, le parasurf, Maude? Non. Mais ouais, voilà. Et ben moi non plus. C'est le parasurf, c'est le surf pour les handicapés. Et là, en l'occurrence, Valentine, voilà, exactement. Okay. Et Valentine, donc, elle est vice-championne du monde de parasurf et elle est non-voyante. C'est la plus jeune athlète. Voilà. Est-ce que vous savez tenir sur une planche de surf? C'est pour ça que j'ai essayé de faire le signe. Je vous imagine sur une planche de surf. Donc elle fait tout au feeling, quoi. Ouais, tout au feeling. Wow. Enfin non, vous allez voir que c'est pas exactement comme ça. D'accord. Ouais. En tout cas, c'est la plus jeune athlète de l'équipe de France et elle raconte qu'elle a été super fière et surprise parce que ça a été très rapide. Elle a participé à ses premières compétitions en juin 2022. Ah ouais. Et donc voilà, c'est très récent et ça y est, Mais 12 ans, elle a commencé à quel âge? 5 ans, toute jeune. En fait, elle est entourée de la mer. Elle allait chez ses grands-parents qui habitaient près de la mer. Elle a toujours fait de la natation. Donc voilà, ça a toujours fait partie de sa vie, l'eau. Bon, mais alors pour réussir à tenir sur une planche de surf quand on est non-voyant, j'imagine qu'il y a des règles particulières. Et ben voilà. Et donc c'est là qu'en fait, elle est accompagnée d'une personne dans l'eau qui lui parle pour la diriger, mais qui n'a pas le droit de la toucher ni de toucher la planche. Donc c'est quand même elle qui surfe. À la voix. Voilà, à la voix, et elle lui dit d'aller à gauche, à droite, Voilà, elle la guide un peu. Parce qu'elle a moyen d'anticiper les vagues qui arrivent. Mais c'est quand même elle qui tient en équilibre sur la planche. Je trouve ça absolument incroyable. Donc le rêve de Valentine maintenant, c'est d'avoir le statut de sportif de haut niveau et de remporter la médaille d'or. Elle avait la médaille d'argent. Là, elle aimerait la médaille d'or, bien sûr, au championnat du monde l'année prochaine. Et puis surtout, que le parasurf soit reconnu comme un sport paralympique. Parce que ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Ah là là. On suivra ça. C'est dommage, alors qu'il y a des Jeux olympiques et paralympiques à Paris en 2024. Valentine, on est très 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 fort avec toi. Continue, 12 ans, elle a le temps. 12 ans, oh là là, elle a le temps. JO, elle aura 16 ans, 20 ans, ceux d'après. Et on espère qu'il y aura du pour la parasurf. reconnaissance. Ouais. Bon, on le racontera. Mais bien sûr. Emma, merci beaucoup. On retrouve Maude Navarre, Grand Oral. Elles sont partout, les interrogations sur l'identité de genre, des cabinets des médecins au bureau des CPE, des salles de cinéma au rayon des librairies, et l'école a bien été obligée de les affronter. On parle de tout cela avec la journaliste et sociologue Maude Navarre, qui a coordonné le dossier que Sciences Humaines consacre au sujet. L'école qui a fait, vous le rappelez, de l'inclusion et de la lutte contre les discriminations une de ses priorités, et elle se retrouve, on venait de le dire, avant la récré, l'adolescence est un moment phare et quasi obligé de l'interrogation sur son identité de genre. Elle est en première ligne. Elle sait faire ou toujours pas? Alors ça reste compliqué. Ça reste compliqué quand même. Alors ce qu'on peut rappeler, c'est que en fait cette question notamment de la transidentité à l'école, il y a une circulaire en fait en 2021 qui est parue et qui a qui a contraint, encouragé en tout cas d'une certaine manière les établissements à prendre en compte ces questions. Ça fait suite en fait à un drame. Un drame, voilà. Il y a donc un jeune trans qui s'est le suicide, voilà, c'est ça. À Lille, si je me souviens son bon. Voilà, en 2020. Et donc effectivement, ça avait fait pas mal de bruit, notamment ça avait été assez répercuté dans les médias et donc l'éducation nationale a effectivement adopté cette circulaire. Ça avait été répercuté parce qu'il avait été dit à l'époque que l'établissement scolaire n'avait pas réservé un accueil très très sympathique à ses demandes et à ce qu'il était en train de vivre, quoi. Voilà. Mais alors cette circulaire, alors elle prend en compte un petit peu davantage, en fait, elle prend en compte davantage la question des trans. Elle la prend notamment en compte sur le souhait de changer de prénom, puisqu'aujourd'hui, ça devient autorisé, en fait, alors à condition que les parents,
qui soit favorable. Et ce qui est français. Voilà, ce qui est très français, parce qu'en France, il faut que ce soit les deux parents. C'est ce que j'ai appris en vous lisant. Ouais. Alors que dans d'autres pays, par exemple en Espagne, il faut seulement un parent. Et puis il y a d'autres pays comme les États-Unis où là, il n'y a carrément pas besoin. Je décide de changer de prénom, je vais voir le. Voilà, tout à fait. Et même les établissements ont interdiction de communiquer sur le fait que le jeune a changé de prénom, sauf si le jeune dit non, c'est bon, vous pouvez communiquer, vous pouvez y compris aux parents. Ouais. Donc les parents peuvent très bien se retrouver avec un jeune qui a changé de nom à l'école sans être eux-mêmes au courant, ce qui est quand même. Ce qui est rugueux. Voilà. Jour des résultats de l'équivalent du bac, il y a des filles qui sont affichées. Ben, Martine n'a pas eu le bac. Qui est ce Martin? Ce qui est assez incroyable. Ouais. Voilà. Bon, en tout cas, en France, il faut l'autorisation des parents. En tout cas, ce que vous montrez aussi, c'est qu'on a tout intérêt, et ça s'adresse aussi bien aux parents qu'à l'école, mais aussi aux professionnels en général, on a tout intérêt à affronter le sujet d'abord pour les enfants concernés. Ça va les aider. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut pas du tout mettre un mouchoir sur le problème. Il faut en parler. Il faut prendre le temps aussi, c'est ça. Parce que ce qu'on voit aussi se développer, c'est des pays qui sont beaucoup plus en avance que nous, notamment des pays nordiques, qui ont autorisé très tôt les jeunes à changer de sexe. Et puis, il y en a qui regrettent finalement. Ils ont changé autour de 20 ans et aujourd'hui, arrivés à 30 ou 40 ans, ils se disent est-ce que j'ai pas fait une erreur? Et donc, on a des phénomènes comme ça qu'on voit. Alors, mais d'après ce que vous dites, si mes souvenirs sont bons, très peu de regrets quand même. Voilà, c'est ça. 1 à 2%. C'est 1 à 2%. C'est ça, ce que rappelle Arnaud Alessandre dans le dossier. Effectivement, c'est 1 à 2%. Mais ça existe quand même. Ouais. Et tout ça pour dire qu'effectivement, il faut prendre le temps d'en discuter, réfléchir, surtout quand ça intervient à un moment comme celui de l'adolescence, où quand même l'identité en général est très loin d'être stable. Ce sont des personnes en construction et donc il faut prendre le temps quand même d'en discuter avec des spécialistes, avec ses proches et puis de voir si c'est une volonté qui va durer dans le temps ou si c'est juste effectivement un questionnement passager comme beaucoup de personnes peuvent l'avoir. Parce qu'on peut quand même être surpris, voire choqué, que des enfants très jeunes, des 11-12 ans, soient accompagnés, y compris par des psys, alors, tout ce qui est plus diplômés, qui ont pignon sur rue. Et d'ailleurs, dans les associations, on se donne leur nom, on se donne leurs adresses, voilà, sur un début de transition à ces âges-là. Oui, c'est très jeune, oui, effectivement, c'est très très jeune. Et alors, il y a des... C'est minoritaire, mais ça existe. C'est ce qu'on explique dans le dossier. Ouais. Il y a des enfants qui, très tôt, donc autour de 7-8 ans, vont se dire effectivement non... je ne suis pas la petite fille que mes parents me disent, ça ne correspond pas, ça ne colle pas. Et puis à l'adolescence, ça va confirmer effectivement, on se dire non, ce n'est pas ça. Et puis il y en a d'autres qui peuvent très bien se questionner autour de 7-8 ans. Et puis à l'adolescence, finalement, ils deviennent complètement ce qu'on appelle cisgenre. Donc leur sexe correspond avec leur identité de genre, il n'y a pas de problème. Ouais. Voilà. Donc il faut quand même vraiment se donner du temps. Derrière toutes ces questions-là, et vous l'effleuriez juste avant la récré, vous dites la question c'est suis-je un homme ou une femme, ou plus généralement, la question c'est une question très dans l'époque, c'est qui suis-je. Enfin, il y a aussi une interrogation plus globale. La psychanalyse est passée par là, les émissions sur le psycho est passée par là, tout le monde, et finalement c'est devenu une grande question que se pose, qu'on se pose dans les sociétés, qu'on se posait pas forcément comme ça il y a un siècle. Tout à fait. Il y a quelques dizaines d'années en arrière, même si on regarde les années 60, 70, on naissait filles, garçons, et c'était comme ça, c'était pas quelque chose qui était questionné. Mais aujourd'hui, avec le développement justement des travaux de la sociologie, de la psychologie aussi sur ces questions-là, et puis on est quand même dans une société qui mise beaucoup sur la personnalité, la construction, la personnalisation de soi. D'ailleurs, ça sera le sujet du prochain dossier de sciences humaines. La personnalisation de soi. Voilà, comment se forme la personnalité. Comment se forme la personnalité. Génial, excellent sujet. Bon, on va s'arrêter pour l'instant, mais on va, si vous le voulez bien, accueillir Marie-Olivier, qui va, vous connaissez ça par cœur, mais vous peut-être pas, on va réviser Alexander Neal et Summerhill. C'était un endroit où on essayait de se trouver, de se comprendre, les libres enfants de Summerhill. Merci beaucoup, Emma. Merci. Cours particulier, Marie. Cours particulier, on explore plein de pédagogie avec Marie-Olivier. Marie, bonjour. Bonjour Emmanuel. Et aujourd'hui, on va réviser les classiques, comme je le disais, puisqu'on part du côté de la Summerhill School. On est à Leiston, je ne sais pas comment on prononce d'ailleurs, L-E-I-S-T-O-N. Leiston. Leiston, ok, en Grande-Bretagne. Oui, est-ce que vous connaissez Alexander Sutherland Neal? Alors j'en ai forcément entendu parler quand je m'intéresse aux questions d'éducation pédagogue. Écossais, c'est vous qui me l'avez rappelé, j'avais complètement oublié. En revanche, il a fait partie de la Ligue internationale pour l'éducation, avec De Crowley, Montessori, Freinet et tous les autres. C'est ça, Alexander Neal fait donc partie des pères des pédagogies dites alternatives du début du siècle dernier. La Ligue a été fondée en 1921, la même année d'ailleurs que la Summerhill School. Alors en quoi consiste la pédagogie de Neal? Alors déjà, on va revenir un peu à son histoire. Alexander naît en Écosse dans une famille de 13 enfants, dont les 2 parents sont instituteurs.
il n'était pas particulièrement attiré par les études et en fait, il devient assistant de son père. Malgré son échec à l'école normale, il se retrouve à enseigner à la veille de la guerre dans des établissements scolaires. Il a fait plein de métiers, je crois, non? Journaliste, philosophe, Oui. psychologue. Oui, alors il finit par faire des études à l'université d'Édimbourg et pendant la guerre, Neil enseigne et commence aussi à remettre en question l'autorité du prof, la légitimité des punitions aux enfants. Il raconte tout cela dans son livre « Journal d'un instituteur de campagne ». Et c'est là qu'il fait une rencontre qui va être déterminante dans son approche de la pédagogie, c'est juste après la guerre. Oui, Neil rencontre un certain Homer Lane, un pédagogue américain qui l'a beaucoup inspiré. Lane avait notamment fondé le Little Commonwealth qui se fondait sur le principe du self-government. Et c'est ce principe du self-government qu'on va retrouver au cœur de la fameuse Summerhill School. Oui, c'est l'un des principes fédérateurs aussi de l'éducation nouvelle. Le principe du self-government, c'est qu'il ne faut rien imposer aux enfants s'ils n'ont pas compris le sens de leurs actions ou de celles des adultes. Donc il y a des assemblées générales qui rassemblent tous les enfants de l'école qui sont organisés pour définir des règles communes ou décider des sanctions si les règles ont été enfreintes. Donc on fait confiance à l'enfant, on fait confiance à sa capacité à s'autogérer. Oui, tout à fait. En fait, avant de fonder Summerhill, Neil est devenu co-directeur d'une école, l'école nouvelle d'Alcroze en Allemagne, dont il partageait les principes. L'enfant y était considéré comme fondamentalement bon. Il ne devait pas être puni, il pouvait laisser libre cours à son imagination et à sa créativité. C'est vraiment dans cette école que Neil expérimente le principe de self-government avant de créer sa première école en Autriche. En Autriche. Mais alors comment on va se retrouver à Summerhill Alors, Neil, en fait, c'est un personnage... Grande-Bretagne, ouais. Oui, c'est un personnage qui est assez controversé. Sa pédagogie libertaire aussi, au sein même de la Ligue pour l'éducation nouvelle d'ailleurs. Il a eu quelques soucis, notamment avec Maria Montessori. Son rapport à la liberté dans son extrême, notamment sur la sexualité et son influence aussi à Neil, est grandement discuté. En fait, en Autriche, il a été controversé parce qu'il a refusé de donner des cours d'éducation religieuse. Donc c'est comme ça qu'il est parti en Angleterre. Un enfant qui serait fondamentalement bon, à qui on donne de l'autonomie, on lui permet de s'exprimer artistiquement, de se gouverner par lui-même. Il y a encore d'autres principes de la Summerhill School? Alors, autonomie, c'est le moins qu'on puisse dire. Les enfants à Summerhill, hier ou aujourd'hui, ne sont pas tenus d'assister aux cours du tout. Ils font comme ils veulent. Donc, ils ne sont pas laissés pour compte. Au contraire, Neil et l'équipe pédagogique passent beaucoup de temps avec eux pour répondre à des questions ou les aider à résoudre des problèmes. Mais pas de cours obligatoires. Est-ce que les enfants se dirigent quand même vers les salles de classe? Oui, il y a déjà des salles de classe, il y en a. Et selon Neil, les enfants, ils vont d'eux-mêmes selon le principe qu'il appelle le principe d'épuisement de l'intérêt. Ça veut dire que, par exemple, après avoir épuisé leurs intérêts pour le jeu, ils en ont marre de jouer, ils seraient naturellement enclins à aller apprendre en cours. Okay, Monsieur Neil, tu crois que j'en ai marre de jouer au foot à un moment, mais ça n'aurait pas marché du tout avec moi parce que j'en aurais jamais eu marre. Ça existe toujours aujourd'hui, la Summerhill School. Oui, ça existe toujours. Après la mort de Neil, elle a été dirigée par sa seconde épouse. Et aujourd'hui, c'est la fille du pédagogue, Zoé Redhead, qui en est la principale. Donc la philosophie de l'école, ça n'a pas changé. Reste la même, self-government, liberté d'apprentissage, développement social et émotionnel. Je cite la principale, il y a une place toute particulière accordée au jeu, je cite la principale. Peu importe le jour de votre arrivée à Summerhill, la première chose que vous verrez, ce sont des enfants qui jouent. Un jeu spontané et magnifique. Merci beaucoup pour ce petit cours d'histoire sur Neil. On voyage régulièrement à la rencontre de ces grands pédagogues. On retrouve des traces de Neil dans Sciences Humaines, parce que vous aviez un numéro sur l'éducation positive, si mes souvenirs sont bons. C'est ça. On avait accueilli Héloïse Lérété un dossier sur l'éducation l'année dernière. L'année dernière, oui. Voilà. Et puis dans tes questions de pédagogie, évidemment, dans le numéro de rentrée sur l'école. Sur les grands enjeux de l'école, oui. Et voilà, comme à chaque fois. On en parle très régulièrement de pédagogie. Merci beaucoup. Et on parle aussi d'identité de genre dans le numéro de février qui vient de sortir, Filles, garçons, autres, savoir, débat et combat sur l'identité de genre. Marie, merci beaucoup. Merci. Maude, merci beaucoup. Merci. Et merci évidemment à toute l'équipe, à Marine Plantec pour la préparation de l'émission et à Dylan Coller qui l'assiste, Laure Audemont pour le maquillage, Saïd Mamou pour le son, pour la réalisation, Angèle Jean Girard. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.